On le voit tous les jours. On le tient pour acquis. Une boule jaune dans le ciel qui se lève le matin et se couche le soir. Le soleil, notre étoile, la source de toute vie sur Terre. Sauf que presque tout ce qu'on croit savoir sur lui est, au mieux simplifié, et au pire, complètement faux. Le soleil n'est pas jaune. Vu depuis l'espace, sans atmosphère pour filtrer sa lumière, il est blanc. C'est l'atmosphère terrestre qui diffuse les longueurs d'onde bleues et nous donne l'impression d'un astre doré. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on s'attaque à toutes ces idées reçues. Et on commence par un scénario qui remet tout en perspective. Et si Bételgeuse remplaçait notre soleil? Cette supergéante rouge est tellement énorme que sa surface engloutirait l'orbite de Mars. La Terre se retrouverait littéralement à l'intérieur de l'étoile. Ce serait la fin immédiate. Mais ce scénario nous fait réaliser une chose. Notre Soleil est une étoile relativement modeste. Et c'est précisément cette modestie qui rend la vie possible chez nous. Et puisqu'on parle de Soleil, parlons des couchers. On a tous cette image en tête, un horizon orangé, des nuages roses, le ciel qui s'embrase. Mais sur les autres planètes, ça n'a rien à voir. Sur Mars, les couchers de soleil sont bleus. Sur Uranus, ils prennent une teinte turquoise. La composition de chaque atmosphère filtre la lumière différemment, et chaque monde a sa propre signature chromatique au crépuscule. Maintenant, prenons un scénario plus violent. Que se passerait-il si le Soleil entrait en collision avec un trou noir? La réponse dépendrait de la taille du trou noir, mais dans tous les cas, ce serait l'un des événements les plus catastrophiques imaginables. Le Soleil serait étiré, déchiré, transformé en disque d'agression brûlant, et le système solaire tout entier serait bouleversé. Certaines planètes éjectées dans l'espace interstellaire, d'autres aspirées à leur tour. Et puis, il y a les expériences de pensée plus inhabituelles. Que se passerait-il si on versait toute l'eau des océans terrestres sur le Soleil? On pourrait croire que ça éteindrait l'étoile. C'est l'intuition naturelle. Mais, en réalité, l'eau serait instantanément vaporisée, décomposée en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène viendrait alimenter la fusion nucléaire. Au lieu d'éteindre le Soleil, on lui donnerait du carburant. On le rendrait plus puissant. Voilà ce qu'on va explorer aujourd'hui. Tout ce qu'on a mal compris, tout ce qu'on a simplifié, tout ce qui se cache derrière la lumière la plus familière de notre quotidien. On pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur de notre Soleil. Mais on pourrait caser plus d'1 milliard de soleils dans cette étoile absolument gigantesque appelée Bételgeuse. Bételgeuse. Non, pas le Betelgeuse que vous connaissez. Cette Bételgeuse est une supergéante rouge instable qui avance rapidement vers ses derniers cycles de fusion avant d'exploser en une supernova extrêmement violente. Vous ne voudriez vraiment pas voir ça dans votre voisinage. Si Bételgeuse remplaçait notre Soleil, elle engloutirait la moitié du système solaire. Et tout ça avant même qu'elle n'explose. Est-ce que vous pourriez survivre? Eh bien, ça ne s'annonce pas très bien pour vous. Mais, voyons. Les scientifiques ne savent pas exactement à quelle distance se trouve Bételgeuse de la Terre, mais nous savons qu'elle est dans notre galaxie, la Voie lactée, et nous estimons qu'elle se situe entre 550 et 700 années-lumière. Nous ne connaissons pas non plus réellement sa taille ni sa masse. Cette géante est effectivement un amas pulsatoire trop lumineux pour que nos télescopes puissent l'observer avec plus de précision. Nous savons qu'elle est entre 14 et 20 fois plus massive que le Soleil et jusqu'à 1000 fois plus grande en diamètre. Ce qui représente plus d'1 milliard de kilomètres de large. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle est brillante, chaude, jeune et explosive. Autrement dit, elle est sur le point d'exploser. Bientôt, au cours des 100 000 prochaines années. Ça pourrait arriver dans 10 ans ou dans 10 000 ans. Ou bien demain, n'importe quand. Alors, que se passerait-il si elle explosait?
Eh bien, ce serait l'un des événements astronomiques les plus attendus de l'histoire. Et les scientifiques la surveillent de près, car ces derniers temps, Bételgeuse se comporte de manière étrange. Je veux dire, elle a toujours été un peu bizarre. Comme elle est si proche et si énorme, c'est l'une des étoiles les plus étudiées du ciel. Et nous savons qu'elle est très instable. On parle ici d'ondes de choc et de points chauds, générés par d'énormes bulles internes, des cellules de convection si grandes qu'elles pourraient engloutir toute l'orbite de la Terre. Ces cellules de convection perturbent la surface et déclenchent de violentes ondes de choc. Toute cette agitation crée d'énormes points chauds qui font que Bételgeuse s'assombrit et s'éclaircit, en pulsant selon des cycles qui peuvent durer des années. En 2019, elle a traversé ce que de nombreux astronomes ont considéré comme une phase pré-supernova. C'était le prélude à l'explosion de l'étoile, un événement connu sous le nom de grand obscurcissement. Oui, cette étoile massive et très proéminente de notre ciel s'est tout simplement assombrie, descendant à 1/3 de sa luminosité habituelle. Les scientifiques ont fini par comprendre que c'était parce qu'elle avait expulsé un énorme morceau de plasma bouillonnant dans l'espace. Ce fragment représentait 400 milliards de fois la masse des morceaux émis par notre Soleil. Quand la poussière s'est refroidie, Bételgeuse a bloqué tellement de sa propre lumière que nous pouvions à peine la voir. Cet obscurcissement était extraordinaire et extrêmement violent. Un peu comme si on vous explosait les 2 pectoraux. Donc oui, Bételgeuse est prête à exploser. Mais que se passera-t-il quand ça arrivera? Eh bien, si une étoile comme celle-là explosait demain, elle illuminerait notre ciel nocturne. Même à une telle distance, elle serait aussi brillante qu'une pleine lune et serait visible en plein jour. Si cette supergéante est tellement grande et rouge, c'est parce qu'elle a épuisé son hydrogène. Ça signifie qu'elle brûle maintenant de l'hélium et peut-être même du carbone. Et dès que les étoiles en arrivent là, elles commencent aussi à fusionner des éléments plus lourds comme le néon et le fer. Quand le cœur de Bételgeuse sera rempli de fer, la fusion nucléaire s'arrêtera. Le noyau se refroidira et la gravité prendra le dessus sur l'étoile. Le cœur s'effondrera et le reste de l'étoile s'écroulera vers l'intérieur en direction de son centre en implosion. En une fraction de seconde, toute cette matière stellaire heurtera le cœur surchauffé et rebondira sous la forme d'une onde de choc extrêmement violente. Et boum, une supernova. Pour Bételgeuse, ce serait la fin de ses jours. Mais c'est une bonne chose, car quand des étoiles massives comme elle terminent leur cycle de vie par une violente explosion cosmique, elles dispersent des éléments comme le carbone et le fer dans l'espace environnant. Tous ces éléments sont essentiels à notre existence. Sans la mort d'étoiles comme celle-ci, la vie n'existerait pas. Vous et moi, ainsi que notre sang à base de fer, nous ne serions pas là. Bon, si Bételgeuse devenait une supernova exactement là où elle se trouve actuellement, elle libérerait tellement d'énergie que vous pourriez la voir à l'œil nu. Mais quel effet une telle énergie aurait sur la Terre? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que 600 années-lumière, à quelque chose près, c'est encore bien trop loin pour causer le moindre dommage à notre planète. Le temps que les rayons gamma et les rayons X issus de l'explosion atteignent le globe, il se serait déjà trop dispersé. Oui, il ne serait pas assez puissant pour traverser notre champ magnétique ou endommager la couche d'ozone. Il faudra aussi beaucoup de temps pour que le gaz et la matière provenant de Bételgeuse, en fin de vie, atteignent notre système solaire. Ce processus pourrait prendre des millions d'années. Non, pour qu'une étoile mourante représente un réel danger, il faudrait qu'elle se trouve un peu plus près de nous, disons à 160 années-lumière. Oui, c'est exactement la distance à laquelle une étoile doit exploser en supernova pour bouleverser les choses ici sur Terre.
Si Bételgeuse se trouvait à 160 années-lumière de nous, elle serait bien plus grande et plus brillante dans l'horizon. Et elle est déjà réputée pour sa luminosité, étant l'une des 10 étoiles les plus étincelantes du ciel. Vous l'avez déjà vu, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte. C'est ce point brillant qui marque l'épaule d'Orion. Ce qui est génial avec Bételgeuse, c'est que les astronomes le scrutent depuis tellement longtemps qu'on dispose d'observations datant directement de la Grèce antique. Et, surprise, Bételgeuse avait autrefois une couleur différente. Ce qui signifie que même au cours de notre brève histoire de civilisation sur notre sphère, les humains l'ont vu passer d'un jaune pâle à la teinte rougeâtre que nous voyons aujourd'hui. Alors, que se passerait-il si cette étoile explosait en une gigantesque déflagration thermonucléaire à 160 années-lumière d'ici? Eh bien, ce serait éclatant, du genre brillant, illuminant la nuit. Cette explosion inonderait la Terre de rayons X et percerait des trous dans la couche d'ozone. Et oui, notre monde a vraiment besoin de sa couche d'ozone, parce que c'est comme une crème solaire planétaire super qualité. Sauf qu'au lieu d'une lotion grasse, c'est une fine couche de gaz en haute altitude qui vous empêche d'être littéralement cuit. Cette couche gazeuse agit comme un bouclier géant qui absorbe les rayons UV les plus agressifs du soleil avant qu'ils n'atteignent le sol. Sans elle, vous auriez de terribles coups de soleil en quelques minutes à l'air libre. Et avec une dose suffisante de ce rayonnement, votre ADN serait complètement détruit. Bon, si Bételgeuse devenait une supernova à 160 années-lumière de la Terre, elle ne réduirait pas la couche d'ozone en miettes, mais elle provoquerait plus de mutations chez les plantes et les animaux, plus de cancer de la peau, plus d'aurores boréales et australes. En fait, des aurores polaires partout. Mais ça n'anéantirait pas l'humanité. En réalité, ce genre d'explosion s'est probablement déjà produit au cours des 10 derniers millions d'années. Et la Terre est toujours là aujourd'hui. Mais si nous rapprochions encore Bételgeuse, ce serait une autre histoire. Si nous la déplacions à 50 années-lumière de notre sphère et qu'elle devenait une supernova, son explosion serait mortelle. Du genre à provoquer une extinction de masse. Et pour vous donner une idée de sa dangerosité, cette explosion se produirait à près de 500 000 milliards de kilomètres de nous. Et pourtant, elle détruirait toute notre couche d'ozone. Du coup, vous n'auriez plus aucune protection contre les rayons UV du soleil. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, eh bien, il suffirait d'utiliser plus de crème solaire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre ce produit sur le phytoplancton et les récifs. Le rayonnement solaire les décimerait et ce serait dangereux car les récifs et les planctons sont les fondements des chaînes alimentaires terrestres qui alors s'effondreraient. Et les extinctions se répercuteraient de bas en haut, des organismes unicellulaires jusqu'aux prédateurs au sommet de la chaîne. C'est ce qu'on appelle une extinction de masse. La Terre serait inondée de rayons gamma et de radiation, et notre atmosphère serait envahie par un smog de protoxyde d'azote. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour notre climat. Vous ne tiendriez pas vraiment longtemps dans ces conditions extrêmes. Avec un peu de chance, vous auriez un aperçu d'une supernova explosant si près de la Terre avant que notre planète ne soit consumée. Car si nous déplacions Bételgeuse au centre de notre système solaire, vous n'auriez pas le temps d'assister à une supernova. Vous mourriez bien avant qu'elle n'explose. Et si nous remplacions notre Soleil par cette supergéante? Eh bien, ce serait un événement catastrophique. Bételgeuse n'est pas simplement une étoile, c'est un monstre. Rappelez-vous, on pourrait y faire tenir 1,2 milliard de soleils. Alors, si vous étiez là sur notre globe, à regarder le ciel au moment où cet épisode se produirait, que verriez-vous? Pour tout dire, pas grand-chose. Il n'y aurait pas de ciel,
La Terre ne tournerait pas autour de Bételgeuse, elle serait à l'intérieur. Oui, notre planète entière serait engloutie dans un brasier stellaire. Car c'est à ce point que Bételgeuse est gigantesque. Pendant une fraction de seconde, vous verriez le flash rouge-orangé le plus brillant que vous ayez jamais vu, puis vous seriez incinéré. Vous et le reste des créatures de la planète Terre seriez réduits en cendres, frits à l'air, complètement grillés. Malgré sa taille, Bételgeuse est en fait plutôt froide pour une étoile. Sa surface n'atteint qu'environ 3200 degrés. La surface du Soleil est bien plus chaude, à 5500 degrés. Mais c'est largement suffisant pour réduire en cendres toute forme de vie dans le monde en un temps record. Autrement dit, vous seriez mort. Vous n'auriez donc pas à attendre que Bételgeuse devienne une supernova. Comme je l'ai dit, cette étoile est gigantesque, à tel point que son diamètre est compris entre 640 et 1000 fois celui de notre Soleil. Ok, les scientifiques mesurent la distance entre le Soleil et la Terre en unités astronomiques. Plus précisément, cette distance correspond exactement à une UA. Bételgeuse s'étendrait sur 3,6 à 4,6 UA dans toutes les directions. Elle n'engloutirait pas seulement la Terre. Mercure et Vénus disparaîtraient aussi, car elles sont encore plus proches du Soleil que notre globe. Même Mars se retrouverait à l'intérieur de cette supergéante violente. Si Bételgeuse remplaçait le Soleil, notre système solaire ne compterait plus 8 planètes, mais seulement 4. Peut-être même 3, car Jupiter se trouverait alors dangereusement proche de ce colosse. Si vous vouliez vraiment éviter de finir grillé, il faudrait que vous soyez au moins au niveau de Saturne. Et à ce stade, autant déménager sur Pluton. Jupiter se retrouverait alors dans une situation délicate. Étant la planète la plus proche en orbite autour de Bételgeuse, elle se transformerait en une Jupiter chaude. Ce phénomène existe bel et bien. Les Jupiters chauds constituent une catégorie de certaines des premières exoplanètes que nous ayons jamais découvertes. Ce sont des géantes gazeuses surchauffées en orbite étroite et basse autour de leur étoile, avec des températures s'élevant à plusieurs milliers de degrés. La plupart des Jupiters chauds gravitent autour d'étoiles bien plus petites, avec des périodes orbitales de 12 jours. Jupiter ferait le tour de Bételgeuse en 12 ans, mais il est plus probable qu'elle cuise en même temps que les planètes internes du système solaire. Tout l'hydrogène et l'hélium qui composent Jupiter constituent un combustible parfait pour Bételgeuse. Et les lunes glacées de la géante gazeuse fondraient tout simplement. S'il y avait des petits habitants cachés dans les océans des lunes de Jupiter, eh bien, ces Joviens ne seraient pas très joviaux. Ok, c'était une blague spatiale vraiment nulle. Quoi qu'il en soit, Jupiter deviendrait brûlant. Enfin, si elle survivait. Mais vous avez en quelque sorte prédit ce changement violent dans le système solaire, et vous avez déménagé sur l'une des lunes de Saturne, comme Titan. D'ici, le ciel serait d'une couleur orange foncé, ou rouge sang. Une grande partie de la glace des anneaux de Saturne fondrait et se vaporiserait, projetée dans l'espace par le vent stellaire de Bételgeuse. L'atmosphère de Titan se gonflerait sous l'effet de la chaleur. Il ne pleuvrait plus de méthane, mais simplement de la pluie. Les scientifiques ont en fait déjà examiné cette idée pour explorer ce qui se passerait dans 5 milliards d'années quand le Soleil deviendrait une géante rouge. Mais ils n'ont pas étudié ce phénomène avec une supergéante. Ils devraient donc ajuster leurs calculs. Ils n'ont pas non plus pris en compte ça. Oui, Bételgeuse vient avec une petite surprise. Une deuxième étoile, en orbite autour d'elle. Les scientifiques viennent de découvrir que la supergéante rouge est en fait en couple. Autrement dit, elle a une étoile compagne. C'est un système stellaire binaire tout à fait unique.
Et comme Bételgeuse est très grande et brillante, les chercheurs n'avaient pas remarqué cette camarade avant récemment. Cette jeune étoile bleu-blanc est de taille similaire à notre Soleil et fait environ 1,5 fois sa masse. Comparée à sa partenaire, c'est un minuscule point. Elle orbite aussi autour de Bételgeuse à une distance d'environ 4 unités astronomiques. Ce qui signifie que si nous téléportions la supergéante rouge et son acolyte dans notre système solaire, cette nouvelle étoile, plus petite, se trouverait dans la zone de l'orbite de Saturne. Oui, Saturne pourrait se diriger droit vers de sérieux ennuis causés par l'étoile compagne de Bételgeuse, cette étoile au nom inquiétant. Betelbuddy. Betelbuddy, comme buddy en anglais qui veut dire pote. C'est le nom le plus mignon que j'ai jamais entendu pour une étoile. Bien joué, Jared. Bon, on dirait que Jared Goldberg et ses collègues qui ont découvert cette étoile compagne l'ont officiellement baptisée Alpha Oribe. Je préfère quand même Betelbuddy. Quoi qu'il en soit, bye bye Saturne. Et probablement adieu Betelbuddy. On t'aura à peine connu. Les scientifiques estiment que cette petite pote va de toute façon être aspirée par son énorme partenaire d'ici 10 000 ans. Donc, si on remplaçait le Soleil par Bételgeuse, Betelbuddy serait soit avalée par la supergéante rouge, soit transpercée par Saturne, soit réduite en miettes dans une supernova. Ok, une fois que Bételgeuse et Betelbuddy auront englouti les planètes intérieures et réduit Saturne et Jupiter en poussière cosmique, que resterait-il du système solaire ? Eh bien, il y aurait encore Neptune et Uranus. Et Bételgeuse, comme n'importe quelle étoile, créerait une nouvelle zone habitable autour d'elle. Comme cette supergéante est environ 100 000 fois plus lumineuse que le Soleil et jusqu'à 1000 fois plus grande en diamètre, la nouvelle zone habitable serait repoussée très loin, à environ 316 unités astronomiques. C'est 10 fois plus loin que Neptune, bien au-delà de la ceinture de Kuiper. Tous ces objets glacés flottant dans les recoins sombres du système solaire, comme Triton et Pluton, recevraient soudainement beaucoup de chaleur de ce nouveau Soleil. Encore plus loin, les objets transneptuniens comme la potentielle planète naine Sedna ou même la mystérieuse planète X seraient les meilleurs endroits pour que la vie survive. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais quand même. Même avec cette nouvelle zone habitable, il n'y aurait pas assez de temps pour que la vie apparaisse sur l'une des planètes au-delà de la ceinture de Kuiper. Car Bételgeuse est sur le point d'exploser. Vous vous souvenez de la supernova ? Eh bien, ça va arriver. Si cette supergéante rouge devenait une supernova depuis le centre de notre système solaire, elle libérerait une explosion d'énergie plus importante que celle que notre Soleil produira au cours de ses 10 milliards d'années d'existence. Imaginez tous les rayons de soleil qui frapperont un jour la Terre, concentrés en une déflagration ne durant que quelques secondes. C'est ce que serait Bételgeuse en supernova. À ce moment-là, la Terre aura disparu depuis longtemps et les planètes restantes seraient anéanties. Une fois l'explosion dissipée, le système solaire n'existerait plus, remplacé par une nébuleuse massive et lumineuse. Imaginez un coucher de soleil sur une planète qui orbite autour d'un trou noir. Ou un autre qui s'arrête, fait marche arrière et se produit 2 fois dans la même journée. Ou encore un coucher de soleil martien qui vire au bleu. Vous savez quoi ? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la physique pure et simple. Vous voyez, il existe 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Et chacune d'entre elles contient des milliards, enfin des milliers de milliards d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, compte à elle seule au moins 100 milliards de planètes. Pensez-y, 100 milliards. Certaines orbitent autour de 2 étoiles. D'autres autour d'étoiles à neutrons mortes ou même autour de trous noirs. L'univers est un endroit étrange et le spectacle est sur le point de devenir grandiose.
Alors, attachez vos ceintures. Nous allons voyager de Mercure jusqu'aux confins de l'univers connu pour assister aux couchers de soleil extraterrestres les plus beaux et les plus mortels que vous ayez jamais vus. Restez avec nous pour voir un coucher de soleil sur une planète en orbite autour d'un trou noir. Dans notre propre système solaire, Mercure offre les couchers de soleil les plus bizarres. Le ciel y est toujours d'un noir total. C'est parce qu'elle ne possède pas d'atmosphère pour diffuser la lumière du soleil comme le fait la Terre. Mais même si Mercure n'offre pas de crépuscule épique, elle a quelque chose de mieux. Un double coucher de soleil. Oui, si vous vous teniez sur cette planète, vous verriez le soleil ralentir dans le ciel, puis s'arrêter, repartir légèrement en arrière et disparaître complètement à l'horizon. Ce n'est pas une erreur de simulation. C'est juste une journée normale sur cette sphère. Mercure a une orbite très ovale et la parcourt plus rapidement que toutes les autres planètes du système solaire. Quand elle atteint son point le plus proche du Soleil, elle accélère considérablement, comme une fronde. En moyenne, elle effectue exactement 3 rotations sur elle-même pour 2 révolutions autour du Soleil. Mais quand elle est au plus près de notre étoile, pendant quelques jours, elle se déplace autour du Soleil plus rapidement qu'elle ne tourne sur son propre axe. Ce phénomène crée un double coucher de soleil spectaculaire, que l'on ne peut observer qu'une fois tous les 176 jours terrestres. Sur Vénus, on ne voit jamais réellement le Soleil sous la forme d'un disque distinct dans le ciel. C'est parce que cette planète infernale possède une atmosphère incroyablement épaisse. La pression atmosphérique y est 93 fois plus élevée que sur Terre. Contrairement à Mercure, tout ce que l'on voit à la superficie de Vénus, ce sont d'épais nuages jaunes d'acide sulfurique. Et il y en a beaucoup. Depuis sa surface, quand le coucher du soleil s'approche, l'horizon ne se transforme pas en une nuit scintillante. À la place, la lueur ocre s'intensifie pour devenir rouge foncé et s'estompe dans une nuit noire où aucune étoile n'est visible. Enfin, il faudrait attendre très longtemps pour assister à ce prodige. Un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. C'est encore plus long qu'une année vénusienne, car cet astre ne met que 225 jours terrestres pour orbiter autour du Soleil. Mais ne confondez pas cette phase avec le jour solaire sur Vénus, qui est une autre façon de désigner un cycle complet jour-nuit. Ce jour solaire dure 116 jours terrestres, et le coucher de soleil en lui-même n'est pas un spectacle de 15 minutes. Et il dure des jours. Mars dégage une ambiance désertique rouge et froide pendant la journée. Mais quand le soleil se couche, le ciel devient bleu. Ce changement s'explique par le fait que l'atmosphère martienne est très fine, moins de 1% de celle de la Terre. Elle est remplie de minuscules particules de poussière ou d'oxyde de fer et de magnétite. Ces particules sont microscopiques. Elles sont environ 30 fois plus petites qu'un cheveu. Oui, si vous agrandissiez un cheveu humain à la largeur d'une canette de soda, une particule de poussière martienne aurait la taille d'un grain de riz. Pendant la journée, la poussière riche en fer présente dans l'air raréfié de cette sphère diffuse la lumière du soleil. C'est ce qui donne à Mars son aspect emblématique de planète rouge. Mais c'est au coucher du soleil que la physique s'inverse. Tout ça à cause de ce que les scientifiques appellent la diffusion de Mie. Ces particules de poussière sont presque aussi petites que la longueur d'onde de la lumière bleue. Elles n'absorbent donc pas seulement cette lueur, elles agissent comme de minuscules miroirs directionnels. Au lieu de la réfléchir dans toutes les directions, elles projettent la lumière bleue vers l'avant. Alors, quand le soleil est bas à l'horizon et que vous le regardez directement, cette teinte bleutée vous éblouit les yeux, traversant la brume. La science.
Jupiter est un peu frustrante, car on ne peut pas se poser dessus. Effectivement, les géantes gazeuses telles que Jupiter et Saturne, ainsi que les géantes glacées comme Neptune et Uranus, n'ont pas de surface. Ce ne sont que des nuages extrêmement denses avec un noyau en leur centre. Donc, même si vous ne pouvez pas voir à quoi ressemble le coucher de soleil depuis le sol inexistant de Jupiter, vous pouvez tout de même l'admirer depuis le sommet de ces nuages. De là, le ciel serait bleu foncé, plus sombre que les profondeurs océaniques de la Terre. Et le soleil ne serait qu'un minuscule bouton incroyablement brillant dans l'infini, 5 fois plus petit que celui que nous voyons depuis notre globe. C'est parce que Jupiter est loin. Oui, elle est 5 fois plus éloignée du soleil que notre monde. D'accord, cette géante gazeuse n'a pas de coucher de soleil rétrograde ou bleu, mais elle a de la vitesse. Elle tourne incroyablement vite et effectue une rotation complète sur son axe en seulement 9h55. Ce qui fait qu'en un jour terrestre, cette planète voit le soleil se coucher et se lever 2,5 fois. Qu'est-ce qu'un demi-coucher de soleil ? En gros, c'en est un en accéléré. Pendant que nous sommes près de Jupiter, faisons une pause dans notre exploration des planètes et jetons un œil à certaines des plus grandes lunes du système solaire. Io est un paysage volcanique infernal, la lune la plus déchaînée du système solaire. Elle crache des volcans comme la Terre à ses débuts et possède même une atmosphère. Mais cette enveloppe externe est extrêmement mince et composée principalement de gaz volcaniques comme le dioxyde de soufre. Comme l'air est très rare, le ciel y est principalement noir, même en plein jour. Et le coucher de soleil n'y est pas non plus ordinaire. C'est un coucher de soleil éclipse solaire. Toutes les 42,5 heures, le soleil se cache effectivement derrière Jupiter. Et ce n'est pas une éclipse rapide. Si vous regardiez le coucher de soleil sur Io, vous verriez le soleil disparaître derrière la géante gazeuse pendant 2 heures complètes. Et voici Europe. Elle est tout à fait à l'opposé du monde volcanique qu'est Io. Cette lune est glacée. Elle possède une exosphère d'oxygène très fine. C'est comme une atmosphère, mais beaucoup trop ténue. Le ciel y est donc noir, même pendant la journée. Mais quand le soleil se couche enfin, Europe s'illumine. Littéralement. Cette lune est constamment bombardée par les radiations intenses de Jupiter. Tous ces rayonnements frappent la glace à la surface et font que les molécules de glace libèrent de l'énergie sous forme de lumière. Donc à l'instant où ce petit soleil disparaîtrait sous l'horizon, le sol sous vos pieds commencerait à scintiller. Le paysage s'illuminerait d'une faible lumière. Vous n'auriez pas besoin d'une lampe de poche pour voir où vous marchez. Notre prochain arrêt est sur le champion poids lourd, Ganymède. Cette lune est si massive qu'elle est plus grande que Mercure. Si elle orbitait autour du Soleil au lieu de Jupiter, on l'appellerait une planète. C'est la seule lune du système solaire à posséder son propre champ magnétique. Ce qui signifie que le coucher de soleil sur Ganymède s'accompagne d'un spectacle lumineux. Au crépuscule, vous pourriez voir des aurores polaires. Oui, tout comme celles que l'on peut admirer sur Terre. Ou presque. Le télescope Hubble a détecté les aurores de Ganymède principalement dans l'ultraviolet. Vous ne les verriez donc pas dans notre simulation. Et vous ne pourriez pas non plus vraiment les observer si vous vous teniez à la surface, à moins d'utiliser un équipement spécialisé. Enfin, voici Callisto. Ce rocher orbite autour de Jupiter beaucoup plus loin que ses autres grandes lunes. De ce satellite, la géante gazeuse aurait l'apparence d'un pamplemousse tenu à bout de bras. On pourrait s'attendre à un coucher de soleil similaire à celui d'Io, avec Jupiter bloquant le ciel. Mais Callisto ne connaît pas d'éclipse tous les jours.
Effectivement, son orbite est inclinée et elle passe souvent à côté de l'ombre de Jupiter. Il faudrait attendre 3 ans pour voir l'une de ces éclipses coucher de soleil. Assez parlé de Jupiter, passons au satellite d'une autre planète géante. Vous observez Titan, la plus grande lune de Saturne. Et elle est particulière. Non, elle n'a pas de volcan comme Io, ni de glace brillante comme Europe. Elle possède une atmosphère épaisse, et cette enveloppe externe est encore plus dense que celle de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Titan est recouverte de lacs, sauf qu'ils ne sont pas composés d'eau. Ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide. Dans cette atmosphère dense, les couchers de soleil feraient passer le paysage d'un orange brumeux à un brun profond. Et avec Saturne si grande à l'horizon, quelle vue! Justement, en parlant de Saturne, tout comme Jupiter, cette planète est une géante gazeuse. Elle n'a donc pas de surface sur laquelle atterrir. Et tout comme sur Jupiter, vous devriez regarder le crépuscule depuis le sommet des nuages. Mais ici, ce n'est pas le coucher de soleil qui est l'attraction principale. Ce sont les anneaux. Pendant la journée, ces cercles glacés reflètent la lumière du soleil. Et à mesure que la nuit s'installe, vous verriez l'ombre de la planète elle-même se glisser sur cette arche, éteignant la lueur des anneaux section par section. Ce n'est pas seulement le soleil qui se couche, ce sont les lumières qui s'éteignent sur la plus grande structure du système solaire. J'aimerais que la Terre ait des anneaux comme ça. Au-delà de Jupiter et Saturne et de toutes leurs lunes, se trouve Uranus. Cette planète est étrange. Elle roule autour du Soleil sur le côté, au lieu d'orbiter tout droit comme le font les autres planètes. À cause de cette inclinaison, si vous vous trouviez au pôle d'Uranus, vous devriez attendre 42 années terrestres avant que le Soleil ne se couche. Il tournerait simplement en spirale dans le ciel. Mais quand l'équinoxe arrive enfin et que notre étoile disparaît à l'horizon, c'est magnifique. L'atmosphère d'Uranus est riche en méthane, qui est un gaz absorbant la lumière rouge. Donc, quand le Soleil se couche, le ciel ne devient pas orange ou rose. Il passe d'un cyan vif à un turquoise profond. Rien que d'y penser, j'ai un peu froid. Prochaine escale, Neptune. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Oui, parce que Pluton n'en est pas une. Enfin, pas officiellement. Neptune orbite autour de notre étoile à une distance 30 fois plus éloignée que ne le fait la Terre. Donc, il y fait sombre. Ici, le Soleil est 900 fois moins lumineux qu'il ne l'est sur notre globe. Un coucher de soleil sur cette géante de glace est un passage du bleu au noir total. Ce n'est donc pas aussi spectaculaire que vous ne l'imaginiez. Voyageons maintenant vers Pluton. Je sais que j'ai dit qu'elle n'était pas classée comme planète, mais elle occupe une place particulière dans le système solaire et dans mon cœur. Et aussi dans la section des commentaires où vous continuez à tous nous dire que c'est toujours une planète. Mais ce n'est pas le cas. C'est une planète naine, anciennement une planète à part entière, qui possède même sa propre lune, Charon. Il y fait donc encore plus sombre. Si vous vous teniez à la surface de Pluton au coucher de soleil, vous ne verriez pas un horizon noir, mais un ciel bleu d'une teinte très sombre. Et vous pourriez aussi y observer Charon, figé à jamais dans le ciel. C'est parce que Pluton et son satellite sont en rotation synchrone. Donc voilà, vous avez devant vous un coucher de soleil sur Pluton. Bon,
Comme les couchers de soleil deviennent de plus en plus sombres et franchement plus ennuyeux à mesure que nous nous éloignons dans le système solaire, il est temps de quitter notre voisinage planétaire. Voici Kepler, mais pas votre 22b préféré. Il s'agit de Kepler 444c. Cette exoplanète rocheuse se trouve à 119 années-lumière de la Terre, où elle gravite autour d'une petite étoile de type K peu lumineuse. Mais elle orbite très près, bien plus près que Mercure autour de notre Soleil. Cette petite étoile de type intermédiaire semble donc énorme dans le ciel. Et ce rocher est Kepler 452b. Les scientifiques l'appellent souvent Super-Terre, surtout parce qu'elle orbite autour d'un corps céleste similaire au nôtre dans sa zone habitable. La principale différence est que son étoile est environ 1,5 milliard d'années plus vieille que celle du système solaire et est donc 20% plus brillante que notre Soleil. Vous voyez, les étoiles, comme notre Soleil, ont tendance à irradier plus fort en vieillissant, juste avant de se transformer en géante rouge. Alors, un coucher de soleil ici serait brillant, mais très similaire à ceux que nous pouvons admirer sur Terre. Et pour les personnes qui ont oublié à quoi ça ressemble, voici une belle simulation du coucher de soleil terrestre à titre de référence. Une autre planète qui s'apparente à la Terre est Trappist 1e. Regardez, elle a même des aurores polaires et une belle atmosphère. Mais vous n'êtes pas ici pour admirer des couchers de soleil ordinaires. Vous voulez du spectaculaire. Je comprends. Alors, je vous présente PSR B1257 plus 12C, ou tout simplement Poltergeist. C'est l'une des premières planètes jamais découvertes, mais elle ne tourne autour d'aucune étoile. Elle gravite autour d'un pulsar. Ce pulsar, appelé PSR B1257 plus 12, alias Liche, ne mesure qu'environ 20 km de diamètre. Vu depuis Poltergeist, il semble minuscule. Oui, ce point lumineux bleu-blanc aveuglant, c'est le pulsar. Les pulsars sont extrêmes. Ce sont des étoiles à neutrons qui tournent si vite qu'elles balayent l'espace de faisceaux d'ondes radio et d'autres rayonnements comme des phares cosmiques. Certaines clignotent seulement quelques fois par seconde et les plus rapides pulsent des centaines de fois par seconde. C'est incroyable. Ce pulsar spécifique tourne 161 fois par seconde. Le coucher de soleil ici a donc un effet stroboscopique. Et ça va et vient de cette manière à mesure que la planète s'éloigne du pulsar et revient vers lui. Les choses tournent vite dans ce coin. Ce rocher céleste n'a pas de nom sympathique. Il s'appelle WD 1145 plus 017b. Les scientifiques ne se donnent pas la peine de lui en trouver un plus mémorable, car il est en train de se faire vaporiser par la naine blanche autour de laquelle il orbite. Cette naine blanche est à peu près de la taille de la Terre, mais sa masse équivaut à 60% de celle de notre Soleil. Elle brûle d'une lumière bleu-blanche intense et à chaque coucher de soleil, elle déchire la planète en morceaux, ou plutôt de ce qu'il en reste, à savoir le planétésimal. Mais ce n'est rien comparé aux couchers de soleil les plus terrifiants qui existent, ceux qui se produisent quand une planète orbite autour d'un trou noir. Ce que vous observez est le trou noir extrêmement massif Holmberg 15A. Il se trouve au centre de la galaxie Holmberg 15A, à 750 millions d'années-lumière de chez nous. Il a une masse équivalente à 22 milliards de soleils. Oui, prenez un moment pour imaginer ça. 22 milliards de soleils. Graviter autour d'un tel objet serait mortel, mais offrirait une vue inimaginable.
Et voici une planète en orbite autour d'un trou noir dans la galaxie IC 1101, qui se trouve être la plus grande galaxie connue dans l'univers. Le trou noir qui s'y trouve est encore plus énorme que Holmberg 15A. Il a une masse d'environ 40 milliards de soleils. Et il est beaucoup plus éloigné. Près de 1,1 milliard d'années-lumière séparent cette monstruosité et la Terre. Oh, et ce trou noir est encore plus gigantesque. TON 618 possède une masse équivalente à 66 milliards de masses solaires. Et il est situé nettement plus loin, à 10,8 milliards d'années-lumière de notre globe. Les scientifiques pensent que des planètes gravitant autour de trous noirs pourraient exister en théorie. Elles pourraient même tourner autour des trous noirs sur des orbites stables. Mais nous ne disposons pas encore de la technologie nécessaire pour observer ce type de phénomène. Un trou noir est sur une trajectoire de collision avec notre Soleil. Et il n'y a plus rien que vous puissiez faire, à part vous asseoir et regarder la destruction de notre système solaire entier. Comment exactement cette collision épique se déroulerait-elle ? Comment ce trou noir se retrouverait-il dans notre voisinage planétaire ? Et qu'est-ce que cela ferait d'être témoin de tout cela depuis la Terre ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si le Soleil entrait en collision avec un trou noir. Un trou noir n'est pas très différent de tout autre objet ayant de la masse, si ce n'est qu'il est dense, vraiment dense. Toute la matière qu'il possède est comprimée en un point infiniment petit au centre, appelé singularité. La plupart des trous noirs sont les vestiges d'étoiles massives. Et tout comme les étoiles qu'ils étaient, les trous noirs ont une forte attraction gravitationnelle. Plus il y a de matière comprimée dans sa singularité, plus la gravité est forte. Il pourrait y avoir jusqu'à 40 quintillions de trous noirs dans l'univers observable. Beaucoup se trouvent au centre de leur galaxie, comme Sagittarius A, le trou noir le plus proche de nous. Il réside en plein centre de la Voie lactée. Mais les trous noirs pourraient aussi devenir des éléments errants. Après un événement extrême comme une collision entre deux galaxies, un trou noir peut se libérer et commencer à errer. Il pourrait y avoir 12 de ces trous noirs errants rien que dans notre galaxie. Et l'un d'eux pourrait se diriger vers le Soleil en ce moment même. Si un trou noir errant se dirigeait vers notre système solaire, il atteindrait d'abord le nuage d'Oort. C'est la sphère d'objets glacés entourant le système solaire, à 2 années-lumière de nous. Dès qu'un trou noir s'approcherait trop près, les corps glacés de cette région seraient éjectés de leur orbite. Vous ne pourriez pas voir le trou noir par vous-même avant qu'il n'atteigne les géants de glace, Neptune et Uranus. En regardant à travers un puissant télescope, vous pourriez voir les gaz être aspirés loin de ces planètes. Tous les gaz et poussières arrachés à Neptune et Uranus formeraient une région autour du trou noir appelée un disque d'accrétion. Cette collection superchauffée de gaz et de poussière orbiterait autour du trou noir, le rendant visible. Alors qu'il poursuivrait sa trajectoire destructrice, vous seriez témoin de la rencontre de Jupiter et Saturne avec un destin similaire. Vous pourriez voir de vos propres yeux ces géants gazeux disparaître de notre ciel nocturne. Les planètes rocheuses internes comme Mars, Vénus et Mercure seraient également aspirées dans le trou noir et détruites jusqu'à ne plus rien laisser, pendant que vous regarderiez horrifié. Seule la Terre serait épargnée. Pas vraiment, bien sûr. Je ne voudrais pas que vous manquiez votre place au premier rang pour la destruction du système solaire. À mesure que le trou noir se rapprocherait de notre Soleil, vous pourriez penser qu'il l'engloutirait d'un seul coup.
réalité, sa puissante force gravitationnelle commencerait à arracher la matière du Soleil comme un fil tiré d'une pelote de laine. D'énormes portions de gaz seraient arrachées et elles tournoieraient autour du trou noir, rejoignant le disque d'accrétion formé par les gaz et la poussière de toutes nos planètes voisines. Ce déchirement du Soleil continuerait jusqu'à ce que notre étoile n'existe plus. Ce qui resterait serait rien de plus qu'un nuage de gaz. Seule l'extrémité de la queue de ce nuage pourrait échapper au sort d'être aspirée par le trou noir. Alors que la matière du Soleil serait absorbée, des quantités létales de rayonnement ultraviolet et de rayons X seraient libérées dans des explosions enflammées. Ce rayonnement serait projeté directement dans votre direction depuis la Terre. Vous ne connaîtriez pas le sort ultime du Soleil pendant 8 minutes. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour nous atteindre. Mais au lieu que la source de lumière de notre système solaire disparaisse complètement immédiatement, le trou noir lui-même pourrait devenir extrêmement brillant. Peut-être des trillions de fois plus brillant que le Soleil. Avec le Soleil englouti, la stabilité de ce qui reste de notre système solaire serait complètement détruite. Un nouvel équilibre gravitationnel devrait être établi. En plus de tout le rayonnement létal qui tombe sur Terre, des forces de marée extrêmes pousseraient et tireraient la planète. Cela provoquerait d'énormes tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Finalement, la Terre se fissurerait en morceaux. Ou peut-être, dans le meilleur des cas, serait-elle éjectée sans cérémonie du système solaire. La réalité est que vous et tout ce qui se trouve sur notre planète seriez aspirés directement dans le disque d'accrétion avec toute la matière de notre système solaire. Vous auriez donc maintenant un nouveau billet de première classe vers l'intérieur d'un trou noir. Il fait de plus en plus chaud ici sur Terre. La situation est en train de devenir incontrôlable. Essayons donc quelque chose de nouveau. Nous allons prendre toute l'eau de la Terre et la verser sur le Soleil. Oui, chaque goutte d'eau. Peut-être que cela refroidira un peu l'atmosphère. Mais est-ce même possible? Pourquoi est-il si compliqué d'atteindre le Soleil? Et une fois que nous l'aurions trempé, quelles seraient les conséquences pour la vie sur Terre? Voici ici. Et nous nous demandons ce qui se passerait si on versait l'eau de la Terre sur le Soleil. Avant de collecter toute l'eau sur Terre pour la verser sur le Soleil, examinons l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Le Soleil est la chose la plus massive de notre système solaire, une énorme boule brûlante d'hydrogène, 1,3 million de fois la taille de la Terre. Il y fait si chaud que c'est comme si 15 milliards de bombes atomiques explosaient chaque seconde. Sa surface atteint une température de 5600 degrés. Mais attention, ce n'est pas vraiment une grosse boule d'hydrogène en combustion. Environ 70% du Soleil est constitué d'hydrogène, puis 28% d'hélium. Les 2% restants sont un mélange de carbone, d'azote, d'oxygène et d'autres éléments. Le Soleil est très loin, à 150 millions de kilomètres, environ 400 fois plus loin que la Lune. Pour vous donner une idée, la circonférence de la Terre n'est que de 40 000 kilomètres. Ce n'est donc pas un road trip que nous allons faire, mais un voyage interstellaire. Et ce n'est pas un feu ordinaire qui brûle à l'intérieur du Soleil. Les énormes quantités de chaleur et de lumière qui sont dégagées proviennent des réactions de fusion nucléaire. Nous y reviendrons plus tard. Mais nous avons pour mission d'éteindre ce feu. En plus d'être brûlant, le Soleil est comme une bombe à retardement. Chaque seconde, le Soleil devient de plus en plus chaud. Vous vous demandez peut-être si c'est ce qui cause le réchauffement climatique. Eh bien, désolé, non. Nous, les humains, ainsi que le dioxyde de carbone que nous libérons dans l'atmosphère, en sommes la cause. Certes, le Soleil se réchauffe, mais seulement d'1 degré tous les 100 millions d'années. D'accord, mais soyons réalistes.
Il fait beaucoup trop chaud sur notre planète bleue. Peut-être qu'au lieu d'abandonner les combustibles fossiles, nous pourrions simplement refroidir le Soleil un peu. Et voici comment nous allons procéder. En prenant toute l'eau sur Terre et en la déversant sur le Soleil. Un peu comme le défi du seau d'eau glacée, mais à l'échelle cosmique. Peut-être que cela rendra le Soleil un petit peu plus frais. Et si cela fonctionne pas, j'ai une autre idée en tête. Je vous en parlerai plus tard. La première chose que nous devons déterminer est la quantité d'eau qu'il y a sur Terre. 71% de la surface de la planète est recouverte d'eau, ce qui représente 1,3 milliard de kilomètres cubes, soit l'équivalent de 554 billions de piscines olympiques. Autant dire que c'est une immense réserve d'eau. Maintenant que vous avez une idée de la puissance impressionnante du Soleil et des énormes ressources en eau de la Terre, il est temps de mettre notre plan en action. Pourquoi ne pas tester nos théories à plus petite échelle? Au lieu de toute l'eau de la Terre, commençons par envoyer un seul verre, environ 250 ml. Cela devrait être beaucoup plus réalisable et moins gourmand en ressources. Avant de décoller, nous devons tout d'abord trouver un vaisseau spatial. Pour cette mission, nous allons utiliser la sonde solaire Parker. Ce vaisseau a à peu près la taille d'un cheval et pèse 555 kg. Je suis sûr que d'y ajouter un petit verre d'eau ne devrait pas poser de problème. En 2018, la sonde solaire Parker a voyagé au plus près du Soleil. Et pour notre mission, nous devons nous rapprocher de très près. Enfin, en quelque sorte, au plus près, ce vaisseau sera à 6,2 millions de kilomètres du Soleil. Attendez une minute, NASA, ne pouvez-vous pas vous approcher davantage? Eh bien, non. La NASA dit qu'il est très difficile d'atteindre le Soleil. Et il faut 55 fois plus d'énergie pour se rendre sur le Soleil que sur Mars. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque la sonde décollera, un phénomène étrange se produira. Elle sera propulsée en arrière au lieu d'avancer. En effet, la Terre se déplace très rapidement autour du Soleil, à 107 000 km/h. Pour envoyer un objet vers le Soleil, vous devez tenir compte de l'élan de la Terre. Ainsi, au lieu de se lancer vers l'avant, elle se lance vers l'arrière et finit par aller sur le côté jusqu'à ce qu'elle atteigne notre étoile. Imaginez cela comme lorsque vous tenez compte du vent lorsque vous lancez un frisbee. Puisque la sonde mettra un certain temps à s'y rendre, projetons-nous quelques années dans le futur. La sonde est enfin en place, aussi près que possible du Soleil, et un bras robotique déverse le verre d'eau juste au-dessus du Soleil. En une fraction de seconde, avec un bref sifflement, l'eau se transforme en vapeur. Il n'y a absolument aucun changement pour le Soleil. Mais si nous obtenons une mesure de la sonde Parker, il semble que le Soleil soit un petit peu plus lourd. Lourd? Je croyais que verser de l'eau allait le refroidir et l'alléger. Bon, peut-être que la sonde s'est trompée dans les mesures. Le moment est venu de passer à la phase 2 de notre test. Cette fois-ci, nous allons passer aux choses sérieuses. Question de s'amuser avec un petit verre d'eau. Admettez-le, ça n'a mené à rien. Nous allons prendre un lac entier et le déverser sur le Soleil. Prenons l'exemple du lac supérieur, qui est immense. En termes de superficie, c'est le plus grand du monde. En termes de volume d'eau, c'est le 3e plus important. Si vous preniez toute l'eau de ce lac et que vous la déversiez sur l'Amérique du Nord et du Sud, nous serions tous les pieds dans l'eau. Comment allons-nous vider ce lac? D'abord, imaginons que nous avons obtenu l'accord des gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis. Une fois cela réglé, passons à l'action. Nous allons creuser un canal de drainage et le raccorder à un pipeline qui transportera l'eau jusqu'à Starship stationné au siège de SpaceX, au Texas. Bien sûr, il nous en faudra un sacré nombre pour envoyer cette quantité d'eau jusqu'au Soleil. Combien de temps faut-il pour construire un pipeline? Bien, cela pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Peut-être pourrions-nous emprunter un oléoduc et un gazoduc existant. Prenons un oléoduc qui transporte 3 millions de barils de pétrole par jour. Nous pourrions le réutiliser pour transporter l'eau. Voyons voir. En fait, il nous faudrait encore environ 70 000 ans pour vider toute cette eau. Pas vraiment pratique, n'est-ce pas? Bon, la méthode du pipeline est bien trop lente. Nous avons besoin d'une meilleure idée. Et si nous utilisions une pompe vraiment puissante à la place? La plus puissante au monde, que vous importerez des Pays-Bas, est la pompe Nijhuis. Elle peut pomper 1200 mètres cubes par seconde. À ce rythme, elle pourrait pomper 1 km3 en une dizaine de jours. Ensuite, vous pomperez l'eau dans d'énormes camions-citernes. Les plus gros sont des camions-citernes de construction à grande échelle. Ils peuvent transporter 227 000 litres d'eau à la fois. Là, on commence à avoir une idée qui tient la route.
Donc, si vous installiez cette pompe sur le lac supérieur, combien de temps faudrait-il pour pomper toute l'eau? Le lac contient 12 100 km3 d'eau, donc cela prendrait environ 121 000 jours, soit 320 années. Waouh, un peu long, mais c'est tout de même mieux que 70 000 années. Nous allons donc multiplier les pompes. Utilisons-en 320 pour réduire le temps à une seule année. Et mieux encore, si vous êtes prêt à dépenser de l'argent, nous construirons 960 pompes et le ferons en 4 mois. Mais il y a un autre détail à prendre en compte. Combien cela va-t-il coûter? Ces pompes doivent être construites à l'intérieur d'une station de pompage. La construction peut coûter 1 milliard de dollars et prend environ 3 ans. Alors, imaginez en construire 960. Beaucoup plus de temps et d'argent. Et tout ce chantier causerait certainement des dégâts à l'environnement et au paysage autour du lac supérieur. Vous pourriez même causer l'extinction de certaines espèces d'oiseaux locales. Sans compter que l'approbation des États-Unis serait un cauchemar. Et vous risqueriez de provoquer une crise internationale avec le Canada. Mais, encore une fois, il s'agit d'un plan pour sauver le monde. Alors, espérons que tout le monde sur Terre sera à bord. Pour la science. Bon, imaginons que d'une manière ou d'une autre, vous réussissiez à pomper toute l'eau. Vous devrez ensuite transporter l'eau jusqu'au site de lancement à l'aide des énormes camions-citernes. Combien en faudra-t-il? Environ 53 milliards de camions-citernes pour toute cette eau. Cela semble assez excessif et probablement impossible. Je dois l'admettre, cette méthode de pompage et de transport par camion est une impasse. Mais vous savez quoi? Au lieu de déplacer cette masse d'eau de la frontière canadienne jusqu'au Texas, pourquoi ne pas simplement déplacer le site de lancement et lancer une fusée à eau directement depuis le lac supérieur? La construction d'une base de lancement prendrait beaucoup moins de temps et d'argent à construire que de déplacer toute cette eau. Donc, on canalise l'eau du lac directement dans nos vaisseaux. Ça devrait marcher, non? Si nous ne comptons pas ramener nos Starships sur Terre, ils peuvent transporter 250 tonnes métriques chacun. Combien de vaisseaux faudra-t-il pour livrer toute cette eau? La réponse est, bien sûr, 48 milliards. Bon, ça va être difficile de construire autant de vaisseaux. Mais imaginons que nous y parvenions. Ensuite, nous devrions les lancer à partir de 1000 sites de fusées selon un calendrier ultra chargé. Toutes les 3 secondes, 24 heures sur 24, pendant 4 ans. Mais nous allons devoir ravitailler ces vaisseaux spatiaux également. Pour se mettre en orbite, ils utilisent 1000 tonnes de méthane et 4000 tonnes d'oxygène liquide. Pour les alimenter, cela représente 48 billions de tonnes de méthane et 192 billions de tonnes d'oxygène. Mais nous avons besoin d'encore plus de carburant que cela pour atteindre le Soleil. Mais supposons que nous trouvons un moyen. Nos vaisseaux décollent un par un. Au fur et à mesure que les Starships se rapprochent du Soleil, il fait de plus en plus chaud. La température dans cette zone est d'environ 500 000 degrés. La sonde Parker est équipée d'une technologie spéciale de bouclier thermique. Mais nos vaisseaux ne peuvent pas résister à cette chaleur. Et ils commencent à fondre. Et toute cette eau? Elle se transforme en vapeur, dispersée dans l'espace. Ah, bon sang. Un échec monumental. Nous étions si proches du but. Bon, il est temps de réfléchir à une nouvelle stratégie. Et si nous construisions un tuyau géant et le dirigions directement vers le Soleil? Il s'agit d'un méga projet super avancé qui n'a jamais été réalisé auparavant. Mais vous allez le faire. Ce tuyau doit faire 150 millions de kilomètres de long. Et vous allez parcourir les 10 derniers millions de kilomètres grâce à une technologie spéciale résistante à la chaleur pour qu'il ne fonde pas. Ce n'est pas comme si nous n'avions rien appris de nos expériences. C'est un peu fou, mais disons que cela fonctionne. Bon, le lac supérieur s'écoule dans un tuyau géant. Alimenté par un énorme réacteur nucléaire, vous projetez toute cette eau du lac directement vers le Soleil. Puisque vous faites cela depuis la Terre, vous devrez attendre d'obtenir les résultats envoyés par la sonde Parker qui tourne autour du Soleil, qui vous rendra compte de ce qui se passe là-haut. Alors que l'eau frappe le Soleil, quelque chose de vraiment surprenant se produit. Le Soleil devient encore plus brillant. C'est presque comme si vous jetiez de l'essence sur ce géant de feu. Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre, laissez-moi vous expliquer un peu comment fonctionne un feu. Nous savons tous à quoi ressemblent les incendies ici sur Terre. Qu'il s'agisse d'un feu de camp ou d'une flamme de votre cuisinière à gaz. Mais ces feux fonctionnent différemment par rapport au Soleil. Ce qui se passe lors d'un feu ordinaire est connu sous le nom de combustion chimique.
carbone contenu dans le carburant se combine avec l'oxygène pour former du dioxyde de carbone. Pour que ce type de feu continue de brûler, 3 éléments sont nécessaires. Un combustible, généralement du bois, du gaz ou du charbon, de l'oxygène et une température élevée. Lorsque vous jetez de l'eau sur ces feux terrestres, 2 choses se produisent. Premièrement, l'eau absorbe une partie de la chaleur, qui abaisse la température. La deuxième chose qui pourrait arriver, l'eau pourrait réduire la quantité d'oxygène disponible pour le feu et éteindre les flammes de cette façon. Mais le feu sur le Soleil est un peu différent. Même si on dit que notre Soleil est en feu, ce n'est pas le même type que nous voyons ici sur Terre. Le feu du Soleil provient de réactions de fusion, et des milliards se produisent chaque seconde, un peu différent d'un feu de camp ordinaire. Ainsi, lorsque vous jetez de l'eau sur le Soleil, au lieu de refroidir, vous lui donnez plus de puissance. L'eau se vaporise à partir de sa chaleur intense et se transforme en hydrogène et en oxygène. Ces éléments deviennent alors du carburant supplémentaire pour le Soleil, qui devient encore plus brillant. Au fur et à mesure que l'eau du lac supérieur frappe le Soleil, il produit de plus en plus d'hydrogène que l'étoile peut consommer. Cela pourrait-il faire exploser notre Soleil? Pas vraiment. Il y a déjà une énorme quantité d'hydrogène dans le Soleil. Et ce n'est qu'une minuscule goutte dans un océan massif. Nous savons maintenant qu'une petite quantité d'eau peut potentiellement rendre notre Soleil plus fort. Mais peut-être que les choses seraient différentes si nous prenions chaque goutte d'eau sur Terre et la versions directement sur le Soleil. Cela finirait par l'éteindre, non? Pas vrai? Pour que cela se produise, il va falloir drainer les océans, qui représentent 97% de l'eau de la Terre. Mais cette fois, pas de starships, pas de camions-citernes, ni même de tuyaux géants. Vous allez construire un portail entre la Terre et le Soleil. Avançons rapidement sur la façon dont cette technologie a été inventée, et commençons à la mettre en place. Nous commencerons par l'endroit le plus profond de l'océan, Challenger Deep, à 11 km sous le niveau de la mer dans la fosse des Mariannes. C'est assez difficile de construire quoi que ce soit là-bas. La pression de l'eau est intense, plus de 1000 fois celle au niveau de la mer. Nous allons donc simplement créer un portail de 10 mètres de large. Avec un portail de cette taille, il faudrait des centaines de milliers d'années pour drainer l'océan. À ce rythme, le niveau de l'eau baisserait de moins de 1 cm par jour. Le problème, c'est que l'océan est tellement grand et que ce trou est tout simplement trop petit. Élargissons-le alors, ou creusez quelques portails supplémentaires, tous dirigés vers différents points du Soleil. Maintenant, toute l'eau des océans de la Terre s'écoule et se déverse sur notre étoile. Vous obtenez les dernières données de la sonde Parker. Que se passe-t-il à 150 millions de kilomètres? La réponse? Pas grand-chose. Quoi? La sonde Parker a-t-elle bien mesuré? Toute cette eau que vous avez évacuée s'est vaporisée en s'approchant du Soleil. L'hydrogène supplémentaire a augmenté la masse du Soleil. Mais même maintenant, avec toute l'eau des océans sur Terre, la masse du Soleil n'a augmenté que d'une toute petite quantité. Parce que même si c'était beaucoup d'eau, ce n'était que 0,02% du poids de la Terre. N'oubliez pas que le Soleil a 330 000 fois la masse de la Terre. Cette quantité d'hydrogène supplémentaire n'est donc rien de plus qu'une minuscule goutte de carburant pour le Soleil. Vous avez utilisé toute l'eau des océans pour cette expérience. Notre planète bleue a l'air assez asséchée. Que va-t-il arriver à la Terre? C'est le désastre absolu. Les océans sont maintenant un cimetière. Des millions de poissons, grands et petits, du minuscule plancton aux requins massifs, sont morts. Tout ça parce que vous vouliez voir si vous pouviez éteindre le Soleil. Les humains sont en pleine crise. Ils calculent frénétiquement la quantité d'eau restante dans les icebergs et les lacs d'eau douce. Et combien de temps cela peut soutenir la planète? Heureusement, vous avez laissé 3% de l'eau derrière vous, soit environ 11 millions de kilomètres cubes. Et nous, les humains, utilisons environ 5000 km3 par an pour toutes nos activités. Mais attendez, nous n'utilisons pas les icebergs pour obtenir de l'eau. Nous utilisons de l'eau souterraine et de l'eau douce. Alors, oubliez ces 11 millions. L'eau douce dans les lacs ne représente que 93 000 km3. Cela ne durera même pas 20 ans. Et il fait maintenant terriblement chaud. Avec l'assèchement des océans, l'eau n'est pas en mesure de jouer son rôle crucial dans la régulation du climat. Il n'y a pas de courants océaniques pour redistribuer la chaleur à travers le monde. Il n'y a plus d'endroit pour tout notre carbone. Et le cycle des précipitations est complètement chamboulé. Il y a des feux de forêt partout. Avec les cycles de pluie perturbés, les plantes mourront, suivies par les animaux.
C'est une crise climatique, une crise écologique et une crise de l'eau qui se produisent en même temps. Je suppose que le problème que nous essayons de résoudre au départ n'a fait qu'empirer avec vos efforts. Les températures monteraient jusqu'à 67 degrés. Si les humains veulent survivre dans cette fournaise, il va falloir changer radicalement notre mode de vie. Direction l'Antarctique ou les bunkers souterrains. La triste réalité serait que sans océan pour faire fonctionner un cycle de l'eau et sans plantes, la vie sur Terre serait terminée. Le positif est que vous avez découvert que jeter toute l'eau de l'océan sur le Soleil ne l'éteindra pas. C'est déjà ça, non? Vive la science! Ouais. La Terre est en ruine, mais vous êtes toujours curieux à propos d'une chose. Il y a une dernière expérience que vous voulez tenter. Et maintenant, il fait si chaud que vous pensez que cela en vaut la peine, pour que le Soleil se refroidisse un peu. Et si vous jetiez une boule d'eau de la taille du Soleil sur notre Soleil, que se passerait-il? Je sais, cela semble complètement fou. Où trouveriez-vous une boule d'eau de la taille d'un Soleil de toute façon? Bonne question. Même si nous réunissions toute l'eau de notre système solaire, nous n'en serions pas proches, puisque le Soleil représente à lui seul 99,8% de la masse totale du système. Mais supposons que, d'une manière ou d'une autre, vous réussissiez à rassembler cette énorme boule d'eau. Avant de parler de l'effet sur le Soleil, concentrons-nous sur cette boule d'eau géante. Elle contient environ 1 milliard de fois toute l'eau qui se trouve sur Terre. Enfin, avant que vous ne la siphonniez. Comme l'eau est en contact avec l'espace, quelque chose d'étrange se produit à la surface. Dans le vide de l'espace, il n'y a aucune pression. L'eau commence immédiatement à bouillir et se transforme en vapeur. Mais ensuite, parce que la température est si basse, la vapeur gèle presque immédiatement en minuscules cristaux de glace. Si vous regardez cette grosse boule d'eau dans le ciel, il y aurait un énorme nuage de vapeur autour d'elle au fur et à mesure de l'évaporation et de la congélation. Une boule d'eau de cette taille exercerait également une énorme pression en son centre. En raison de cette pression gravitationnelle intense, elle commencerait à s'effondrer sur elle-même. Et à mesure que la pression au centre augmente, la température va grimper. Sous une telle pression et chaleur, les molécules d'eau au centre commencent à se déplacer très rapidement et à se décomposer en molécules d'hydrogène et d'oxygène. Lorsque les noyaux d'hydrogène se heurtent, ils fusionnent pour former de l'hélium, libérant ainsi de l'énergie. Ce processus alimente encore plus la température et accélère la fusion. À la fin, cette boule d'eau géante devient elle-même un soleil, alimenté par la fusion nucléaire dans son noyau. Génial! J'ai toujours voulu avoir 2 soleils. Mais il pourrait aussi se passer autre chose. La pression à l'intérieur de la boule d'eau, bien que très élevée, pourrait ne pas suffire à déclencher la fusion. La boule pourrait donc devenir une naine brune, une étoile ratée. Qu'arriverait-il à notre Soleil? Si cette boule d'eau géante se retrouvait juste à côté de notre Soleil, alors elle aurait peut-être enfin rencontré son égal. Cette boule d'eau aurait une masse bien supérieure à celle du Soleil, car bien qu'elle soit de la même taille, elle est composée d'eau, une substance beaucoup plus dense que l'hydrogène. Le Soleil s'enroulera en spirale dans son énorme jumeau d'eau, s'étirant dans le processus. Cela pourrait perturber le noyau, là où a lieu toute la fusion de l'hydrogène. Si la pression baisse, cela pourrait ralentir temporairement le processus de fusion. Mais une fois les 2 étoiles fusionnées, la réaction pourrait s'emballer, créant un Soleil encore plus grand, plus fort et plus chaud. Waouh! Est-il vraiment impossible de perturber le Soleil? Eh bien, il y a encore une chose à essayer. C'est le dernier tour dans votre sac pour briser le Soleil. Au lieu de simplement les placer côte à côte, que se passerait-il si le Soleil d'eau et notre Soleil se rencontraient dans une collision frontale massive? Si cela devait se produire, tout comme les collisions planétaires, les 2 soleils se diviseraient en petits morceaux pendant un certain temps. Un énorme nuage de vapeur se formerait, accompagné de nuages d'hydrogène et d'eau plus petits, mais toujours très grands. La haute pression au centre du Soleil serait perturbée, ce qui arrêterait le processus de fusion. Ensuite, les morceaux se condenseraient à nouveau, créant potentiellement un Soleil encore plus grand. Lorsque ces 2 soleils s'entrechoquent, se séparent et se rejoignent, la Terre est-elle épargnée par l'apocalypse? Malheureusement, non.
Au contraire, l'introduction d'une autre masse géante au centre de notre système solaire modifierait l'ensemble du champ gravitationnel. Les orbites de toutes les planètes seraient perturbées. Pas seulement dans notre système solaire, mais au-delà. Désolé, Proxima Centauri, ton orbite ne sera plus jamais la même. La Terre, déjà vidée de ses océans, sèche, chaude, dépourvue de plantes et d'animaux, reçoit un coup fatal. Nous sommes poussés hors de notre orbite. Ce serait à coup sûr la fin de la vie sur Terre. Donc, non, vous ne pouvez pas éteindre le Soleil avec de l'eau. Mais que se passerait-il si nous essayions d'y jeter nos déchets? Quelles seraient les conséquences? Eh bien, on dirait que c'est une histoire pour un autre. Et si